Alors, le cœur, c'est tout simplement une pompe. Une pompe à eau qui va un petit peu se charger de transporter une certaine quantité de liquide qui est le sang, hein, d'un réservoir qui est en amont, hein, et qu'on va appeler la précharge, vers un autre réservoir qui est beaucoup plus complexe, un réseau de distribution de cette eau de ville, qui est fait de vaisseaux artériels en aval et qu'on va appeler la post-charge. Donc, c'est une pompe qui va ramener de l'eau d'un réservoir d'eau qu'on appelle précharge et qui va l'amener, le distribuer dans un réseau de vaisseaux qu'on va appeler la post-charge. D'accord? Alors, il est vital justement que cette pompe continue à tourner d'une façon homogène et normale, tout simplement parce qu'il y va de la vie de plusieurs cellules et de plusieurs tissus qui sont complètement dépendants de l'oxygène qui est apporté par cette pompe et des nutriments qui sont apportés par le sang qui est propulsé par cette pompe. Jusque-là, ça va? Ça va? Oui, ça. Comme ça. Oui, D'accord. oui, oui. Donc, si on Oui, résume, monsieur. le cœur est un organe creux qui va recevoir du sang qu'on va appeler veineux, qui va venir d'un système qu'on va appeler capacitif à l'èche, parce que tout simplement, il a une grande tendance à se dilater, à se remplir de sang, il peut retenir une grande quantité de sang. Donc, système capacitif, les veines sont de très gros calibre. Donc, le sang va venir d'un système capacitif, d'un réservoir, il va remplir d'abord une première cavité qu'on va appeler l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche va se contracter et va envoyer le sang à l'intérieur d'une cavité qui est beaucoup plus grande qu'on va appeler le ventricule, plutôt l'oreillette droite, hein, vous l'aurez compris, hein, chez le gauche. Aïda, qui va se contracter, pousser ce sang-là dans une autre cavité qu'on va appeler le ventricule droit, d'accord, qui lui-même va se contracter, envoyer ce sang-là vers un petit réseau de vaisseaux qui est localisé au niveau du poumon. Donc, au niveau de ce poumon-là, ce sang va se charger en oxygène et passer au niveau des capillaires et puis passer vers ce qu'on appelle une oreillette gauche. L'oreillette gauche elle-même va se contracter, elle va repousser ce sang qui est oxygéné à l'intérieur d'un ventricule gauche là aussi, et puis le ventricule gauche va se contracter et va envoyer le sang dans un réseau d'artères qu'on va appeler la post-charge. Ça va pour le moment? Alors, donc, on a vu tout à l'heure que le maintien de la capacité, le maintien du bon fonctionnement de la pompe est vital pour le corps, pour les autres organes. Alors, finalement, le rendement de cette pompe, le rendement de la machine Hadia, il est représenté par quoi? Ben, tout simplement par ce qu'on appelle le débit cardiaque ou l'index cardiaque. Alors, comme son nom l'indique, c'est un débit, c'est une certaine quantité de volume qui va passer par une certaine unité de temps. D'accord? Quand on parle de débit d'un robinet, on dit son débit est de 20 litres à la minute. Quand on ouvre au maximum ce robinet-là, par temps normal, chaque minute, il va délivrer 20 litres. D'accord? C'est la même chose pour la pompe cardiaque interne. On peut calculer son débit. Alors, ce débit-là, il est situé entre 4 et 5 litres par minute. D'accord? Mais en cas d'effort, il y a une tachycardie qui va s'installer. Donc, forcément, le cœur, chaque minute, va pomper beaucoup plus de sang. C'est ce qu'on appelle la réserve cardiaque. D'accord? Ça, c'est pour le débit cardiaque. L'index cardiaque, c'est tout simple. C'est le débit cardiaque qui est rapporté à la surface corporelle interne. D'accord? Il va être de 2,5 à 4 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Alors, de quoi dépend ce débit cardiaque? Tout simplement, d'abord, comment on le calcule? C'est une certaine quantité, un certain volume de liquide par unité de temps. Alors, on sait qu'à chaque contraction, le ventricule gauche il va éjecter un certain volume. Ce volume-là, il est stable.
un certain volume de sang. D'accord? Ce volume-là est appelé le volume d'éjection systolique. D'accord? C'est ce que le cœur éjecte à chaque systole vers les organes. D'accord? Et on sait que ce volume-là, le cœur, il l'éjecte un certain nombre de fois bien défini par minute, qui correspond à quoi? À la fréquence de la contraction cardiaque. Donc, le cœur se contractant 60 fois chaque minute, et à chaque contraction, il éjecte 80 millilitres. Combien de millilitres il va éjecter chaque minute? Ben, c'est 60 fois 80. D'accord? Ça nous donne 4 litres 800. D'accord? Qui est dans la norme. Hein? Ça va pour le moment? Donc, le débit cardiaque, on va le calculer tout simplement par l'équation fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. Et cette fréquence cardiaque et ce volume d'éjection systolique sont appelés les déterminants du débit cardiaque. C'est-à-dire, à chaque fois que l'un des deux va changer, hein, en augmentant ou là en diminuant, ben, le débit cardiaque va changer lui aussi en augmentant ou là en diminuant. Alors, si on vous demande quels sont les déterminants du débit cardiaque, eh ben, c'est la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Alors, sauf que le volume d'éjection systolique, lui, va être déterminé par plusieurs choses. Il va être déterminé par la précharge, par la post-charge et par la contractilité cardiaque. Alors, qui fait? Ben, tout simplement, plus le réservoir d'aval, le réservoir d'amont plutôt, est bien rempli, plus il y a de sang qui revient vers le cœur, ben mieux le cœur va se remplir avec du sang. Et donc, plus il va éjecter à la fin de la systole. Conversation. D'accord. D'accord. Plus le réservoir d'amont est bien rempli, ben, plus le cœur va mieux se remplir avec du sang et forcément, plus son volume d'éjection va être normal. D'accord? Un cœur qui reçoit un retour de 500 millilitres va se remplir mieux qu'un cœur qui va recevoir un retour côté veineux à 100 millilitres, par exemple, d'accord, qui est le cinquième. Donc, un. Deuxièmement, la post-charge. La post-charge, c'est quoi? Ben, tout simplement, ce sont toutes les contraintes qui sont appliquées à cette pompe. Et ça correspond à quoi? Ben, tout simplement à tous les obstacles qu'il va y avoir à l'éjection de sang. Alors, ça peut être une vasoconstriction massive, ça peut être une valve qui est sténosée, ça peut être une coarctation de l'aorte, d'accord? Donc, c'est tout ce qui va gêner la sortie du sang du cœur. Donc, lorsque le cœur se contracte, il est gêné et donc il ne va pas envoyer tout son volume d'éjection. Et donc, une partie du sang va rester à l'intérieur du cœur et ne pas aller en périphérie. Donc, ça va diminuer un petit peu notre volume d'éjection systolique. Et enfin, la contractilité. Si le cœur est fatigué, c'est là le propos, tu as le cours d'aujourd'hui. Si le cœur est fatigué, qu'il ne se contracte pas comme il faut, forcément, il ne va pas envoyer assez de volume en périphérie. Et à ce moment-là, le volume d'éjection systolique va être bas et donc, par conséquent, le débit cardiaque va être très diminué. Ça va pour le moment? Pas de retour. On va aller voir un. D'accord? Ça va, hein, très bien. On va aller voir un. Alors d'abord, le premier déterminant, c'est la fréquence cardiaque, parce que le débit, c'est fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Sachez que la fréquence cardiaque normale est située entre 60 et 80 battements par minute. Sachez que le débit cardiaque varie entre le débit cardiaque ternaire reste dans les normes entre 60 et 120 battements par minute. Au-delà de ces 120 battements par minute, la tachycardie dépasse les 120 battements par minute. Vous savez très très bien qu'une tachycardie se fait toujours sur les dépens de la diastole, non pas la systole. À chaque fois que la fréquence augmente, c'est la diastole qui est raccourcie. D'accord? Donc, c'est le temps de remplissage qui est revu à la baisse. Donc, le cœur a tendance à moins bien se remplir. Et forcément, si le cœur se remplit moins bien, hein, il va éjecter moins de sang. Hein, moins de volume d'éjection systolique. Forcément, le débit va baisser. Donc, entre 60 et 120 battements par minute, le débit cardiaque augmente proportionnellement à l'augmentation de la fréquence cardiaque. D'accord? Prenons un exemple, l'exemple de Mon cœur bat à 60 par minute
il va éjecter 80 cc à chaque systole. Son débit va être de 60 fois 80, donc de 4 litres 800. D'accord? Si le même cœur se met à battre à 100 battements par minute, il va toujours éjecter 80 millilitres à chaque systole, ben, son débit cardiaque va augmenter, il va être de 8 litres par minute au lieu des 4 litres 800. D'accord? Alors, ceci est vrai jusqu'à 120 battements. Au-delà de 120 battements, à 130, 140, 150, le cœur va se remplir moins bien et donc, le volume d'éjection ne sera plus de 80. Il va être de 70, de 50, de 40 et de 30. Donc, on a beau multiplier 40 ou 30 par 150, on est à peine à 4 litres 5, ce qui est moins que lorsque le cœur battait à 60 battements par minute. D'accord? De la même façon, lorsque la fréquence cardiaque est trop basse, lorsqu'elle est inférieure à 50 par minute, le débit cardiaque va baisser dangereusement. D'accord? Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui a une intoxication au bêta-bloquant et qui vient avec une fréquence cardiaque à 30 battements par minute. 30 battements par minute fois les 80 millilitres le volume d'éjection systolique, ben ça nous fait 80 fois 30, 240, donc 2 litres 400 de débit cardiaque. Donc, on est pratiquement à la moitié le débit cardiaque normal chez ce patient-là qui était de 4 litres 800. Ça va pour le moment? Alors, la fréquence cardiaque est importante, mais pas que. Il est très important aussi que si cette fréquence cardiaque est normale, que la synergie entre systole et diastole auriculaire et ventriculaire soit conservée. Alors, je vais vous faire un petit rappel de la physiologie telle qu'elle est faite. Comment se fait le remplissage cardiaque et la vidange cardiaque? Ben, tout simplement, d'abord, il y a ouverture des valves sigmoïdes et donc remplissage de l'oreillette, qu'elle soit droite ou la gauche. Les valves auriculo-ventriculaires sont fermées, qu'elles soient mitrales ou la tricuspide. Et puis, à force que l'oreillette se remplit, ben, la pression à l'intérieur de l'oreillette devient supérieure par rapport au ventricule, parce que tout simplement, le remplissage auriculaire a lieu au moment où le ventricule se relâche, où le ventricule est en diastole. Donc, le ventricule est en diastole, la pression à l'intérieur du ventricule baisse et la pression à l'intérieur de l'oreillette qui est en train de se remplir augmente. D'accord? Alors, ceci va induire quoi? Ben, ça va induire l'ouverture. Quand vous voyez complètement à gauche le remplissage rapide initial, ben, l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires, que ce soit la sigmoïde ou la mitrale, et donc passage du sang de l'oreillette rapidement vers le ventricule. D'accord? À ce moment-là, les pressions à l'intérieur de l'oreillette et du ventricule vont commencer à s'égaliser. D'accord? Au fur et à mesure que le ventricule se remplit et que l'oreillette se vide, la pression à l'intérieur du ventricule va augmenter, la pression à l'intérieur de l'oreillette va baisser, et à un certain moment, les deux pressions vont être égales. Donc, le sang ne va plus passer de l'oreillette vers le ventricule. D'accord? À ce moment-là, l'oreillette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer sa contraction, sa systole, pour pousser le reste du sang pour vaincre déjà la pression à l'intérieur du ventricule et pousser le reste du sang vers le ventricule. Ça, c'est la phase de remplissage rapide. À ce moment-là, la pression à l'intérieur le ventricule va être tellement élevée que à la fin de la contraction de l'oreillette, dès qu'elle commence à se relâcher, la pression à l'intérieur du ventricule va faire fermer les valves auriculo-ventriculaires, qu'elles soient mitrales ou tricuspides. Et donc, à ce moment-là, l'oreillette va se retrouver vide de sang, le sang étant à l'intérieur du ventricule interne. Le ventricule va commencer à baisser, la pression à l'intérieur du ventricule va commencer à augmenter. Ceci a pour conséquence deux choses. À un certain moment, la pression à l'intérieur de l'oreillette est tellement basse
que allô, coucou, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, oui. La connexion est naze. D'accord. Donc, ceci a quoi pour conséquence? Ben, deux choses. D'abord, la pression à l'intérieur de l'oreillette qui commence à se relâcher et qui est vide de sang va commencer à baisser jusqu'à un certain seuil. Oui, la pression à l'intérieur de l'oreillette va être inférieure à la pression à l'intérieur de la veine cave. Forcément, à ce moment-là, les valves sigmoïdes vont s'ouvrir. Le sang, la pression du sang sur la veine cave va être supérieure à celui de l'oreillette. Et donc, sous l'effet de la pression, le sang à la veine cave, les valves sigmoïdes vont s'ouvrir et le sang va rentrer à l'intérieur de l'oreillette. De l'autre côté, la pression à l'intérieur du ventricule gauche est tellement augmentée qu'elle va vaincre la pression à l'intérieur de l'aorte et que les valves aortiques vont s'ouvrir et à ce moment-là, le sang va commencer à sortir du ventricule pour aller vers l'aorte. Alors ça, c'est la systole ventriculaire qui commence. Alors, au début, ce qu'on appelle la contraction isovolumétrique, badatique, il y aura la vraie phase d'éjection. Oui, le cœur va commencer à se contracter réellement et la majorité du sang va sortir du ventricule. À ce moment-là, le sang va passer à l'intérieur de l'aorte ou là de l'artère pulmonaire et la pression à l'intérieur de ces deux artères va commencer à augmenter au point où, à un certain moment, les ventricules vont commencer à se relâcher. Ils vont entamer leur diastole. Donc, à un certain moment, la pression dans le ventricule commence à baisser. La pression dans l'aorte ou l'artère pulmonaire qui sont chargées de sang va continuer à s'élever. À un certain moment, la pression à l'intérieur de ces artères-là va devenir tellement importante qu'elle va être supérieure à la pression qui rentre dans le ventricule, ce qui a pour objet de fermer les valves, qu'elles soient pulmonaires ou là qu'elles soient aortiques. Et à ce moment-là, le sang va rester à l'intérieur des artères. D'accord. Pendant ce temps-là, le ventricule continue de se relâcher. En se relâchant, la pression à l'intérieur de ce ventricule-là va baisser. Et souvenez-vous, la pression à l'intérieur de l'oreillette commence à augmenter parce que tout simplement, le sang est en train d'affluer des veines, qu'elles soient pulmonaires ou la veine cave. D'accord? Et donc, la pression à l'intérieur de l'oreillette va commencer à s'élever. La pression à l'intérieur du ventricule va continuer à baisser. Et à un certain moment, la pression à l'intérieur de l'oreillette va devenir supérieure à la pression à l'intérieur du ventricule. Et ceci va ouvrir les valves sigmoïdes et le sang va repasser de la pression de l'oreillette plutôt vers le ventricule. Ce qui aura pour objet c'est quoi ça? D'accord. Alors, ce qui aura pour objet à ce moment-là, une fermeture des valves auriculo-ventriculaires et le cycle reprend. Alors, ceci, c'est dans le meilleur des mondes. Mais qu'est-ce qui va se passer si ce cycle-là n'est pas respecté? Alors, si, par exemple, au moment où l'oreillette commence à se contracter pour envoyer le sang vers le ventricule décide, lui, au lieu de se relâcher pour recevoir le sang, il va décider lui-même de se contracter aussi. La pression sera tellement élevée qu'il ne va pas bien se remplir. D'accord? Ceci se voit dans les troubles du rythme, par exemple. D'accord? Donc, une des causes d'insuffisance cardiaque, ben c'est ça, c'est le trouble du rythme, hein, qui va empêcher le ventricule de bien se remplir, ou l'oreillette de bien se vider, de bien envoyer du sang vers le ventricule. Autre défaut, autre déterminant, ben c'est le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, c'est quoi? C'est la différence, c'est le sang, c'est la quantité de sang qui sort du ventricule à chaque contraction. Est-ce qu'on peut le calculer? Oui, on peut le calculer, tout simplement, avec une équation très facile. Ben, on prend la quantité de sang qu'il y a à l'intérieur du ventricule à la fin de sa diastole, lorsqu'il est rempli au maximum, on la mesure, on la calcule à l'échographie, et puis on va prendre la quantité de sang qu'il y a à l'intérieur, alors le volume de la cavité cardiaque qu'il y a à la fin
de la systole au moment où le ventricule est contracté au maximum et collabé au maximum. Et puis, on va faire une simple soustraction. La différence entre les deux, elle est passée où? Tout simplement, elle a été éjectée. D'accord? Alors, le volume d'éjection systolique, la normale Tao, est de 60 à 100 millilitres. D'accord? Maintenant, il nous reste l'épineux problème de la post et de la précharge. Qu'est-ce que la précharge? C'est le réservoir d'amont, ce qui permet à la pompe de se remplir, à la pompe d'envoyer, d'avoir assez de liquide à envoyer vers le réseau vasculaire. Alors, donc, c'est tout simplement l'état du réseau veineux. D'accord? Alors, l'état du réseau veineux va dépendre de deux choses. D'abord, de la volémie, de la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur de ces veines, et ensuite du tonus veineux, de la capacité de ces veines-là à réacheminer tout ce sang-là, par exemple des membres inférieurs, vers le cœur. D'accord? Ensuite, il y a la précharge. Qu'est-ce que la précharge? C'est tout simplement toutes les forces qui vont s'opposer à l'éjection de sang par le ventricule. On avait parlé de la coarctation de l'aorte, mais aussi d'une vasoconstriction qui est généralisée, et ça pourrait être aussi une sténose aortique ou la mitrale au niveau d'une des valves qui va empêcher le sang de circuler d'une façon fluide, une embolie pulmonaire par exemple, ou là, entre le cœur droit et le cœur gauche, ou là, entre l'oreillette droite et plus entre l'oreillette et le ventricule du même cœur. Ça va? هل أنتم هنا؟ Oui, monsieur. صح. Oui, monsieur. Ok. Oui, ça va. Le tonus veineux, s'il est bas, ben la précharge تنقص ماشي تزيد. D'accord? Parce que si les veines n'ont pas de tonus, elles vont moins faire remonter de sang vers le cœur. Et s'il y a moins de retour veineux, s'il y a moins de sang qui vient remplir l'oreillette droite, forcément, l'oreillette droite va envoyer moins de sang vers vers le ventricule gauche, qui va envoyer moins de sang vers l'oreillette gauche, plutôt vers le ventricule droit, qui va envoyer moins de sang vers l'oreillette gauche, qui elle-même va envoyer moins de sang vers le ventricule gauche, et qui lui-même va envoyer moins de sang en périphérie. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque a été définie même, parce que ça a changé en 2016, comme l'incapacité du cœur à assurer un apport suffisant en oxygène et en nutriments à l'ensemble du corps. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, c'était un simple symptôme, mais en 2016, c'est devenu un syndrome clinique. Alors, le syndrome clinique, la définition de l'insuffisance cardiaque en elle-même a changé. On parle d'insuffisance cardiaque comme syndrome clinique qui va englober des symptômes et des signes typiques de la maladie avec une anomalie à l'échocardiographie, une anomalie cardiaque. Donc, la vraie définition actuellement de l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est un syndrome clinique qui est complexe, qui est initié par une dysfonction cardiaque, où le patient va présenter alors d'abord des symptômes en rapport avec cette dysfonction cardiaque, comme la dyspnée, comme la fatigue, avec des signes cliniques caractéristiques de cette insuffisance cardiaque, comme par exemple l'hépatomégalie, la splénomégalie, les œdèmes des membres inférieurs, la turgescence des jugulaires, les râles crépitants au niveau du poumon qui peuvent être en rapport avec un OAP. D'accord? Et, c'est important, et une preuve qui va objectiver une anomalie, qu'elle soit structurelle ou la fonctionnelle de le cœur. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? C'est un syndrome clinique complexe qui va associer deux choses. D'abord, cliniquement, des symptômes en faveur de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, à l'examen physique, des signes qui sont caractéristiques de l'insuffisance cardiaque. Et enfin, ces deux signes-là doivent être associés obligatoirement à une preuve échographique d'une anomalie, qu'elle soit structurelle plutôt, ou la fonctionnelle de l'insuffisance cardiaque. Comme par exemple, à l'échographie, on va voir qu'il y a une dyskinésie, ou là, à la biologie, on va trouver des marqueurs, on va les voir tout à l'heure, spécifiques de l'insuffisance cardiaque. D'accord?
Alors, pourquoi on vous parle, on vous en parle? Ben, tout simplement parce que c'est un problème de santé publique. Alors, vous êtes jeune, là, pour le moment, vous n'êtes pas très inquiété, mais à partir de l'âge de 50 ans, la fréquence, l'incidence, l'insuffisance cardiaque devient de plus en plus élevée. D'accord. La population générale étant en cours de vieillissement, d'accord, donc on va avoir de plus en plus de vieux. C'est une maladie qui risque de devenir une maladie de santé, un problème plutôt de santé publique. Sachez qu'en Europe, pratiquement, au-delà de 70 ans, 60%, 65% pratiquement des hommes et 55% des femmes sont porteurs d'une insuffisance cardiaque. Alors, autre chose qui nous pousse à vous en parler, c'est la tendance générale de la maladie. Alors, c'est une maladie qui ne guérit pas, hein, qu'on arrive à stabiliser, mais à jamais à guérir, et qui va évoluer au fil de rechute, d'accord, d'aggravation. C'est-à-dire que le patient va se porter bien, et puis tout à coup, il va faire une insuffisance cardiaque aiguë, sa fonction cardiaque va baisser, va tomber en chute, et puis on va réussir à le restabiliser, remonter un petit peu, sans jamais atteindre le niveau d'avant. Et puis là aussi, il va essayer de se maintenir blaqal, mais il va refaire un épisode de décompensation, donc d'une insuffisance cardiaque aiguë. Et là, rechute de la fonction cardiaque, qu'on va essayer de réarranger. Donc, on va la faire réaugmenter sans jamais atteindre le niveau d'avant, comme vous voyez ici sur le schéma. Et puis, petit à petit, c'est donc les périodes d'aggravation, donc les périodes, les épisodes de décompensation vont devenir de plus en plus fréquents. Et donc, la fonction cardiaque le malade va se dégrader de plus en plus vite jusqu'à ce que la mort survienne par la suite. Pourquoi on vous en parle aussi? Parce que tout simplement, c'est une maladie qui, malgré le traitement, va avoir un pronostic très sombre. Par exemple, à 6 ans d'évolution en Europe, on est à pratiquement 60% de décès, 40% seulement de survie chez les hommes et 50% de décès et 50% de survie chez les femmes. Dernière chose, c'est le coût élevé de la prise en charge, tout simplement, comme c'est des patients qui ont tendance à sortir pour revenir, qui font des rechutes fréquentes, donc qui sont réhospitalisés fréquemment, ben tout simplement, tout ça va pomper énormément d'énergie et de sous aux hôpitaux. Sachez qu'en moyenne, le coût d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque coûte pratiquement 6 900 euros. Et puis, en moyenne, un insuffisant cardiaque est hospitalisé au moins 2 fois par an. Donc, un seul insuffisant cardiaque va coûter au contribuable 2 fois 6 900 euros, donc pratiquement 14 000 euros par an. C'est-à-dire les réhospitalisations. D'accord? C'est quoi ça? Alors, c'est quoi un تخربوشين جديد هذايا? Hein? Qui est en train d'écrire sur l'écran? C'est quoi ça? Bon, continuons. Quelle est la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque? Alors, l'insuffisance cardiaque commence toujours par une baisse du débit cardiaque. Alors, le débit cardiaque va baisser, que ce soit le débit du cœur droit ou le débit du cœur gauche. On va parler un petit peu, surtout du cœur gauche tout à l'heure. Que ce soit le débit, le ventricule gauche ou le ventricule droit, l'insuffisance cardiaque droite ou la gauche ou la globale commence toujours par une diminution du débit le cœur, pour une raison ou pour une autre. On va voir les étiologies tout à l'heure. Alors, lorsque le débit commence à baisser, cela va créer deux choses. Alors, cela va avoir des retentissements en amont et ça va avoir des retentissements en aval. En aval, diminution du débit, diminution des pressions. Et quand il y a diminution des pressions, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura mise en jeu du système sympathique. Et le système sympathique, qu'est-ce qu'il va faire? Le système sympathique va ordonner au vaisseau. En amont, c'est avant et en aval, c'est après. D'accord? D'accord? Alors, donc, وش يصرى
le VG تاعنا, le cœur تاعنا ne se remplit pas bien. Pour une raison ou pour une autre. Et donc, il va être de sang en périphérie. Alors, le cœur qui se remplit mal, qu'est-ce qui va se passer? Les pressions vont augmenter. Le sang est à l'entrée de la porte n'est pas bien ouverte, qui maintenant le cours, vous êtes 1500 et puis l'amphi ne porte que 400 personnes. Le cours et puis l'agent vient, au lieu d'ouvrir complètement la porte, il va l'ouvrir. C'est exactement ça qui arrive au niveau de l'insuffisance cardiaque. Donc, on a du sang qui attend à l'entrée du cœur pour entrer dans le cœur, mais le cœur, lui, refuse d'ouvrir complètement la porte, ne se remplit pas bien. Donc, au fur et à mesure du temps, le sang il va stagner عند الباب, et donc les pressions عند الباب vont augmenter. Et en augmentant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une augmentation de la pression hydrostatique. Et cette augmentation de la pression hydrostatique sera à l'origine d'œdèmes. Donc, on va avoir des œdèmes des membres inférieurs lorsqu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque droite. On va avoir des œdèmes au niveau du poumon lorsque l'insuffisance porte sur le cœur gauche, ce qui donne des OAP. Et puis, on va avoir les deux lorsque l'insuffisance cardiaque va porter sur tout le cœur. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Le cœur ne se remplit pas bien, il ne se contracte pas bien, il n'envoie pas beaucoup de sang en périphérie. Les pressions au niveau des artères vont baisser. L'aorte ne recevant pas beaucoup de sang, la pression d'air l'eau les récepteurs les barorécepteurs qui sont au niveau des gros vaisseaux, ils vont détecter cette baisse de pression. Ils vont en informer le cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner à ces vaisseaux-là de se contracter, de faire une vasoconstriction pour augmenter la pression. D'accord? Pour faire réaugmenter un petit peu la tension artérielle. Mais le problème, c'est que cela va mettre en jeu ce qu'on appelle le système sympathique. Le système sympathique va effectivement essayer de faire réaugmenter les tensions artérielles, mais pas que. Parce qu'au niveau du cœur, il va entraîner une tachycardie. Alors, ceci va être encore plus délétère ou allège, parce que, on augmente les pressions d'aval, on augmente la post-charge, la vasoconstriction est un obstacle à l'éjection systolique, elle va baisser encore plus le volume d'éjection parce que le cœur va avoir une pression en face de lui. Lui, il est fatigué, il n'arrive pas à éjecter assez de sang, et puis vous venez lui appliquer une pression en face de lui, et donc il aura une grosse pression à vaincre alors qu'il est fatigué, il ne pourra pas la vaincre, donc il va encore éjecter moins de sang. Et puis, d'un autre côté, vous allez lui dire de battre plus vite. Et s'il se contracte plus vite, je prends la là, à partir de 120 ou la 200, de 100, déjà à partir de 110, mais 120 pour rester dans la conformité. À partir de 120 de fréquence cardiaque, le cœur il aura tendance à moins bien se remplir. Donc, le cœur se remplit moins, il va éjecter moins à cause de cette vasoconstriction. Et donc, l'insuffisance cardiaque va encore s'aggraver. Et c'est là le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, si on récapitule, un cœur normal est un cœur c'est une pompe qui va avoir un débit élevé. Regardez la figurine A, d'accord? Qui va avoir un débit élevé, c'est-à-dire qu'il va faire passer beaucoup de sang du réservoir vers le réseau de ville, beaucoup de liquide, donc un débit élevé. Elle va avoir des pressions élevées, étant donné qu'elle va injecter plus d'eau dans les tuyaux, donc forcément, la pression à l'intérieur du tuyau va être élevée. D'accord? Et puis, comme elle travaille bien, il n'y aura pas d'accumulation de fluide en amont. D'accord? Le réservoir est vide, étant donné qu'elle le vide rapidement. D'accord? Et donc, les pressions qui sont en amont, étant donné qu'il y a moins de liquide, les pressions vont être basses. Par contre, lorsque on est en face d'un insuffisant cardiaque, le débit le cœur va être bas. Ce débit bas va faire en sorte que les pressions de l'autre côté, les pressions d'aval, donc les pressions à l'intérieur des tuyauteries vont être basses parce qu'il y a moins d'eau.
Et de l'autre côté, comme elle ne vide pas assez d'eau, ben, il y a accumulation des fluides, donc d'où œdème, et puis il y a des pressions qui sont élevées à cause de cette accumulation de liquide. Quelles sont les causes quelles sont les pathologies qui sont mises en cause de l'insuffisance cardiaque? Ben, la toute première pathologie, c'est la plus importante, hein. Plus de 50% des insuffisances cardiaques sont secondaires à une maladie coronarienne, donc à un infarctus par exemple, ou là à un langor instable. L'hypertension arrive en deuxième position, et puis ce sont les cardiomyopathies qui arrivent en troisième position. Et puis, pratiquement toutes les maladies peuvent influencer négativement le cœur, notamment le diabète, tout ce qui est hyperthyroïdie, maladie de Cushing, les insuffisances surrénaliennes, les problèmes nutritionnels tels que l'obésité, les maladies auto-immunes qui m'a la sarcoïdose, qui m'a les connectivites, hein, etc. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure de votre cursus. D'accord? Donc, pratiquement, le panel de maladies qui peuvent être à l'origine de l'insuffisance cardiaque est énorme. Mais sachez que la toute première cause devant chaque insuffisance cardiaque qui arrive au pavillon des urgences, il faut tout le temps rechercher une maladie coronarienne. D'accord? Donc, si on vous pose la question, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est rechercher une coronaropathie. Quels sont les types d'insuffisance cardiaque? Eh bien, elles sont nombreuses. Alors, en fonction de l'anatomie, en fonction de où se situe le problème, ben, on va avoir soit une insuffisance cardiaque droite, soit une insuffisance cardiaque gauche, soit une insuffisance cardiaque globale. En fonction plutôt en fonction de la fonction cardiaque qui est atteinte, on peut avoir une insuffisance cardiaque qui va porter sur la fonction systole, contraction, ou là sur la fonction diastole, donc relaxation, c'est un cœur qui se relâche pas bien, ou alors les deux, et dans ce cas-là, être systolo-diastolique. Et en fonction de l'échographie, on peut avoir une insuffisance cardiaque qui aura une fraction d'éjection, donc calculée par l'échographe basse, une fraction d'éjection conservée, ou là une fraction d'éjection intermédiaire. On va les voir un à un. D'abord, anatomiquement, l'insuffisance cardiaque peut porter sur le cœur gauche, sur le cœur droit, ou là être globale. Alors, quand elle va porter sur le ventricule gauche, lorsque c'est le ventricule gauche qui se contracte moins bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le sang va s'accumuler à l'entrée de l'oreillette gauche interne, à attendre son tour pour entrer au niveau du ventricule. Les pressions à l'entrée de l'oreillette gauche vont s'élever. C'est les pressions ces pressions-là sont le reflet des pressions à l'intérieur des poumons, des vaisseaux pulmonaires. Donc, forcément, la pression à l'intérieur des vaisseaux des poumons va s'élever. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la pression hydrostatique à l'intérieur des vaisseaux du poumon va s'élever et l'eau aura tendance à sortir des vaisseaux et aller un petit peu dans les alvéoles. D'accord? Et donc, cela va nous donner ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire. De l'autre côté, c'est pas écrit, mais vous l'aurez deviné, ben, les pressions vont baisser et forcément, il y aura mise en jeu du système sympathique et vasoconstriction pour essayer de faire remonter la tension artérielle. Lorsque l'insuffisance cardiaque porte... Pardon, c'est quoi PCP? C'est la pression du capillaire pulmonaire. D'accord? C'est la pression à l'intérieur du capillaire pulmonaire qui est élevée, d'accord? Qui est le reflet de l'accumulation du sang qui n'arrive pas à rentrer un petit peu dans le ventricule gauche, d'accord? Alors, si l'insuffisance porte sur le cœur droit, là aussi, kiff, le cœur droit va envoyer moins de sang vers le cœur gauche, donc le débit cardiaque va baisser et la pression artérielle aussi. De l'autre côté, le sang qui va s'accumuler à l'intérieur, à l'entrée plutôt de l'oreillette droite, et donc c'est au niveau des
veine qui va stagner, à attendre son tour pour entrer dans le cœur droit, ce qui va faire augmenter les pressions à l'intérieur des veines. Et ces pressions à l'intérieur des veines vont faire en sorte que la pression hydrostatique soit élevée. Et cette pression hydrostatique aura tendance à pousser un petit peu les parois de ces veines-là et donc à faire sortir l'eau des veines vers le milieu interstitiel, ce qui va nous donner des œdèmes périphériques qui vont suivre la gravité et qui vont se localiser surtout au niveau du membre inférieur. D'accord? Lorsque l'insuffisance cardiaque est globale, elle va porter autant sur le cœur droit que sur le cœur gauche, on aura un petit peu tous ces symptômes-là, c'est-à-dire baisse du débit, OAP et œdème périphérique. D'accord? Alors, fonctionnellement parlant, l'insuffisance cardiaque, donc, RM peut donner, oui, un rétrécissement mitral peut donner une insuffisance cardiaque. Ouais. Un RM serré. Les gens qui sont porteurs d'un rétrécissement mitral serré sont des insuffisants cardiaques. Le cœur gauche ne peut pas se vider complètement, donc son débit va être diminué. Et s'il y a diminution du débit cardiaque, il y a insuffisance cardiaque. D'accord? Alors, sur un plan purement fonctionnel, l'insuffisance cardiaque peut porter sur la diastole, sur la systole, ou alors porter sur les deux fonctions. Alors, on a la diastole, c'est quoi? C'est le moment où le cœur se relâche pour se remplir. La systole, c'est quoi? C'est le moment où le cœur se contracte pour éjecter le sang. D'accord? Alors, comment on peut avoir une insuffisance cardiaque diastolique? Le cœur ne se relâche pas bien. Il ne va pas se relâcher bien, tout simplement parce qu'il y a une gêne. D'accord? Un obstacle. Et donc, comme il ne se relâche pas bien, il ne se remplit pas bien. D'accord? On peut voir ça, tout simplement, tout ce qui est rétrécissement, par exemple, des valves mitrales ou des valves sigmoïdes. Le sang a du mal à passer de l'oreillette vers le ventricule. On peut le voir aussi lorsqu'il y a des tumeurs intracardiaques, lorsqu'il y a un gros caillot de sang en intracardiaque, par exemple. Donc, le cœur, une partie du volume de la chambre du cœur interne, elle est déjà prise. Une hypertrophie ventriculaire, par exemple. Donc, les parois ventriculaires sont tellement épaissies que la chambre de remplissage va être rétrécie. Et donc, elle aura tendance à moins se remplir. Et donc, quand elle se remplit bien, pas bien, la diastole elle est foutue. Elle est faite surtout pour le remplissage cardiaque. D'accord? Donc, baisse du remplissage cardiaque si le cœur ne se remplit pas. D'éjection normale. Donc, ça, c'est l'insuffisance cardiaque diastolique. L'insuffisance cardiaque systolique, c'est surtout la fonction contractile qui est mise en jeu, qui est mise en défaut. D'accord? Le cœur se relâche bien, il se remplit bien, il n'y a pas de souci, mais au moment de se contracter, il n'arrive pas à bien le faire, ou là, il n'arrive pas à bien éjecter le sang. C'est là le problème, par exemple, tu as les IDM, où une partie du muscle cardiaque est mort, et donc au moment de se contracter, la force contractile interne, le cœur interne n'est pas assez bonne. C'est aussi le cas des rétrécissements mitraux. Le cœur se contracte, mais la pression est tellement élevée, plutôt des rétrécissements mitraux, des rétrécissements diastole, c'est les rétrécissements aortiques, par exemple. La valve aortique est tellement pourrie que lorsque le cœur se comprime pour envoyer le sang vers l'aorte, il y a une toute petite quantité qui va passer, et forcément, là, on est dans l'insuffisance cardiaque systolique parce que la quantité de sang éjecté va être basse. Et enfin, l'insuffisance cardiaque et systolo-diastolique, c'est les deux fonctions qui sont altérées. Bien sûr, elle est beaucoup plus grave. Alors, sur un plan purement échographique, l'échographie va un petit peu nous permettre de calculer ce qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule. Alors, cette fraction d'éjection, c'est quoi? C'est le taux
le taux avec lequel le ventricule se contracte. À quel D'accord. La normale, c'est supérieur à 60 ou à 70%. Il y a des normes à 60, il y a des normes à 70, il y a même 80, ça dépend des écoles. Mais bon, en inférieur à 60%, on va commencer un petit peu à nous inquiéter. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où le cœur se contracte à la systole, il doit avoir éjecté au moins 60 à 70% du sang qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, on peut le calculer à l'échographie, en prenant des photos au moment de la systole, en prenant des photos au moment de la diastole, et en faisant le ratio, on peut savoir quel a été le taux de raccourcissement de les fibres cardiaques, quel a été le taux de contractilité de les fibres cardiaques. Alors, on va parler d'une fraction d'éjection, d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, basse, lorsque cette fraction d'éjection est inférieure à 40%. On va dire qu'elle est à fraction d'éjection préservée lorsque, justement, la fraction d'éjection est supérieure à 50%. Et entre les 40 et les 49%, on va dire que c'est une insuffisance cardiaque mid-range ou intermédiaire. Alors, comment faire le diagnostic positif? On avait dit tout à l'heure, présence d'un syndrome clinique avec présence d'une preuve de la dysfonction cardiaque. Donc, le diagnostic positif, c'est quoi? C'est tout simplement le panel de signes cliniques qui sont évocateurs d'insuffisance cardiaque et à l'échographie, soit une fraction d'éjection basse inférieure à 50%, 45%, voilà, et d'un autre côté, soit une dysfonction diastolique qu'on va voir à l'échographie. Bon, alors commençons déjà par le commencement. Lorsque vous recevez un malade, comment faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque? On va d'abord commencer par ce qu'on appelle l'interrogatoire. C'est comme ça qu'on mène un examen clinique. Donc, on va d'abord poser des questions. Et on va classifier le patient selon la NIHA. La NIHA, c'est la New York Heart Association. Alors, la classification, elle va vous suivre durant tout votre cursus et durant toute votre carrière. C'est quelque chose que vous allez devoir utiliser souvent. Alors, lorsque le patient vous dit, il n'y a pas de souci, je marche, je fais mes courses comme d'habitude, etc. Mais dès que je commence à forcer un petit peu, j'ai du mal. J'ai du mal à respirer, j'ai des extrasystoles, j'ai mal au cœur, etc. À ce moment-là, ce patient, on va le classer. Je commence à avoir de la dyspnée, d'accord? À ce moment-là, on va le classer en classe 1 de la NIA. On va dire que Hada, il n'est pas très, très inquiétant. On va le surveiller. Si le patient vous dit il y a une limite à l'activité physique ordinaire que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire une femme lui fatiguée, etc., j'ai plus de mal. Je dois m'arrêter plusieurs fois. Moi, d'un trait, là maintenant, je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. À ce moment-là, on est en classe 2. On commence à s'aggraver. Lorsque justement ces activités du quotidien sont nettement altérées. C'est-à-dire, le patient est du collègue, je n'arrive même pas à boutonner, par exemple, ma chemise. Le fait de porter la chemise et de la boutonner déjà, je suis essoufflé, j'ai la dyspnée. À ce moment-là, on est en stade 3. C'est quelqu'un qui ne se lève pas de sa chaise, qui a du mal à marcher, qui a du mal à faire ses activités quotidiennes. Enfin, la classe 4, qui est la plus grave, c'est je suis essoufflé, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à respirer pour le moindre effort. C'est-à-dire que même la parole, je n'arrive pas à parler, le moindre petit effort devient pénible. À ce moment-là, c'est une classe 4 de l'ANIA, d'accord? Et là-dessus, c'est un patient qui va vous poser énormément de problèmes pour le retaper parce que généralement, c'est des patients qui meurent dans les quelques jours qui vont arriver. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, quels sont les patients qui sont réellement à surveiller et à hospitaliser. Donc, à partir de la classe 3 de la NIA, ces patients-là relèvent des urgences, relèvent un petit peu des soins intensifs. On va chercher les signes cliniques évocateurs d'insuffisance cardiaque.
Alors, parmi ces signes cliniques, il y a la dyspnée. La dyspnée, c'est la difficulté à respirer. يقول لك عندي le souffle coupé, عندي اللهجة, عندي كذا, عندي ما نقدرش نتنفس مليح, ما نقدرش نهضر مليح, j'ai du mal à reprendre mon souffle. À côté de ça, il y a aussi l'orthopnée. L'orthopnée, c'est quoi? C'est une dyspnée, mais qui va survenir à la position couchée. Lorsque le patient est assis, il respire normalement, il n'y a pas de souci. Dès qu'il se met en position couchée, ben, il a du mal. Il commence à suffoquer, il commence à étouffer. Ceci est un signe en faveur de la présence d'un OAP, d'un œdème aigu du poumon, et donc d'une insuffisance cardiaque gauche. Donc, il faut faire très attention avec ça. Il y a aussi les dyspnées nocturnes. يقول لك في الليل النوض مخنوق. Là aussi, il faut s'orienter vers un problème cardiaque. Les œdèmes des membres inférieurs, là aussi, qui vont nous orienter vers l'insuffisance cardiaque droite. Et puis, plus spécifiquement, lorsqu'il y a une turgescence des jugulaires. La turgescence des jugulaires, c'est quoi? Ben, tout simplement, on voit un petit peu les veines jugulaires qui sont au niveau du cou, et ces veines-là vont être tellement remplies de sang qu'elles vont augmenter de volume. Et on peut même voir en travers les battements du cœur. Ceci est le signe de quoi? Ben, tout simplement, c'est qu'il y a tellement d'attentes au niveau de l'oreillette droite que le sang HADEC ne stagne même plus au niveau de la veine cave, mais il stagne pratiquement dans toutes les veines. Et la veine qui est la plus visible, c'est les veines du cou, la jugulaire, externe et interne. Et donc, on arrive à la voir. Il y a aussi le reflux hépatogégulaire. Le reflux hépatogégulaire, c'est quoi? C'est le fait de palper le foie. Quand on pousse sur le foie est gorgé de sang à cause de cette insuffisance cardiaque. Donc, quand on appuie dessus, on chasse le sang qu'il y a à l'intérieur de ce foie et le sang il va partir vers la veine cave et remonter vers la veine jugulaire. Et donc, on aura une veine jugulaire qui va tout de suite se remplir de sang et augmenter de volume. À côté de ces signes cliniques, ça va nous permettre de faire quoi? De distinguer entre insuffisance cardiaque aiguë et insuffisance cardiaque chronique. Alors, le chronique, il a eu le temps de s'adapter. L'aigu, c'est quelqu'un qui va venir pratiquement, il ne peut pas se mettre en position couchée, il doit être assis, il est complètement cyanosé. C'est un tableau de mort imminente. L'insuffisance cardiaque chronique, il a le cœur terreau et le corps terreau ont eu le temps de s'adapter à cette insuffisance cardiaque. Donc, c'est quelqu'un qui va venir avec une petite dyspnée qui n'est pas très importante, qui va vous dire que j'ai des douleurs thoraciques parce que c'est quelqu'un qui est coronarien certainement, que j'ai des palpitations de temps en temps, ça aussi c'est secondaire à son insuffisance cardiaque, à son atteinte coronarienne, et puis que j'ai du mal à manger, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à vivre, avec pratiquement à l'examen, on va retrouver tout le panel de l'insuffisance cardiaque, donc les œdèmes des membres inférieurs, les jugulaires qui sont distendus, le gros foie, donc l'hépatomégalie, la totale. Voilà. Alors, la clinique, normalement, tout va mais il y a des médecins. Vous allez revoir tout ça dans le module de cardiologie AMJ, on peut avec plus de détails. Vous êtes en S1 préclinique, on vous donne un petit peu de clinique. C'est obligatoire. Alors, à côté de cette clinique, on va aller un petit peu vers les examens complémentaires. Lorsque le patient arrive dans ce tableau-là, qu'est-ce que vous faites? D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est l'échographie. L'échographie cardiaque ternelle, l'écho-cœur, pour voir un petit peu est-ce que la fraction d'éjection est basse, est-ce qu'elle est conservée, est-ce qu'elle est en mid-range. Ça va nous permettre aussi de voir l'étiologie de cette insuffisance cardiaque, de voir est-ce qu'il y a un vice valvulaire, est-ce qu'il y a un corps une tumeur intracardiaque, est-ce qu'il y a une dyskinésie, est-ce qu'il y a un lâchage, tu as un pilier, tu as une des valves, d'accord. Et puis, en fonction de cette fraction d'éjection et en fonction de ce qu'on trouve comme étiologie, on va pouvoir se prononcer sur le pronostic de le patient. À côté de cette échographie, un autre examen simple qu'on peut faire au lit du malade, c'est le CG. Le CG, il va nous permettre d'éliminer
d'éliminer l'insuffisance cardiaque s'il est normal. Donc, si on fait un ECG et que cet ECG nous revient normal sans aucun défaut, on est en droit de dire que ce n'est pas oui, le reflux hépatojugulaire est un signe qui est pathologique, effectivement. C'est un signe d'insuffisance cardiaque. D'accord? Si vous faites un ECG, que cet ECG revient normal, ben, vous êtes en droit de dire qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, je suis tranquille. D'accord? À côté de ça, il y a la biologie. Alors, dans la biologie, je vais vous demander de retenir une chose, c'est le peptide natriurétique, le pro-BNP. Alors, le pro-BNP, c'est un peptide qu'on va retrouver à l'intérieur des cellules cardiaques et qui, lorsque le cœur est en souffrance, lorsque le cœur ne fonctionne pas bien, ben, il va se retrouver au niveau du sang. Et lorsque la concentration de le peptide est très importante au niveau du sang, cela va nous signer un petit peu l'origine cardiaque de la symptomatologie. Alors, Walesh, il est important parce que tout simplement, généralement, l'insuffisance cardiaque va venir dans un tableau de détresse respiratoire. Donc, quand le patient n'a pas d'antécédent pulmonaire, c'est facile à diagnostiquer, mais lorsque le patient est un asthmatique qui a l'habitude de venir pour des décompensations asthmatiques, où là c'est une BPCO qui se décompense souvent, que vous avez l'habitude de voir aux urgences, à part des choses entre dyspnée d'origine cardiaque et dyspnée d'origine respiratoire, n'est pas facile à faire. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de doser le peptide natriurétique et s'il est élevé, vous pouvez certifier que l'origine de la dyspnée, elle est cardiaque et commencer justement votre traitement pour le cœur et non pas pour le poumon. Le dernier examen qui est facile à faire au lit du malade, c'est la radiographie du thorax, le téléthorax. Alors le téléthorax, ce qui va nous permettre de voir d'abord la forme du cœur. Un gros cœur est en faveur plutôt d'une cardiomégalie et donc d'une insuffisance cardiaque. On peut voir à travers le téléthorax des calcifications aortiques, des calcifications au niveau des valves. La calcification aortique est en rapport avec une HTA qui est mal équilibrée. Les calcifications valvulaires vont plutôt nous orienter vers un vis valvulaire, un RM, un RAO, etc. Oui, alors c'est quoi la question? Comment calculer l'indice cardiaque? Eh bien, tout simplement, vous prenez la largeur du cœur au moment, à l'endroit le plus large, et puis vous prenez la largeur du thorax. Il faudra que ce soit fait en inspiration profonde. Vous prenez la largeur du thorax au niveau des coupoles diaphragmatiques. D'accord? Et puis, vous faites le rapport largeur du cœur sur largeur du thorax. Si ce rapport est supérieur à 50, plutôt supérieur à 50%, si le cœur représente 50% du thorax, à ce moment-là, il y a cardiomégalie. L'IM peut provoquer l'insuffisance mitrale, peut provoquer une insuffisance cardiaque systolique progressivement, oui, tout à fait. C'est bien. Alors, mais le plus important pour le téléthorax, c'est quoi? Ce qu'il y a ici, les flèches, c'est ce qu'on appelle les lignes de Kerley. Et les lignes de Kerley sont pathognomoniques d'un OAP. Lorsqu'on retrouve les signes de Kerley, on est sûr que, les lignes de Kerley plutôt, on est sûr que le patient est en train de faire un OAP. Alors, il y en a 4. Le type A qui est plutôt apical, qu'on retrouve en haut. Alors, c'est quoi? C'est juste de l'eau. C'est quoi sa signification? Alors, l'insuffisance cardiaque est toujours secondaire à une autre pathologie cardiaque. Pas que par la cardiaque, je vous ai dit, il y a beaucoup de causes il y a beaucoup de pathologies qui sont en cause. D'accord? Les connectivites, la sarcoïdose, il y a énormément de maladies qui peuvent donner une insuffisance cardiaque. D'accord? L'hypertension artérielle, qui n'est pas une maladie cardiaque, hein, c'est une maladie des vaisseaux. D'accord. Alors, les lignes de Kerley correspondent à quoi? Ben, tout simplement au dépôt de l'eau autour des vaisseaux. Hein. Et donc,
l'eau hadik, elle va suivre le trajet vers le vaisseau au début. Et donc, on va avoir des lignes comme ça opaques. Ces lignes peuvent être en apical, et on va parler de lignes de Kerley de type A. Elles peuvent être plutôt en bas, regardez là en noir, et donc on va parler de basale. Elles peuvent être apicales et basales, comme c'est le cas ici. Et les D, c'est ce qu'on voit ici en périphérie du thorax. C'est les petites flèches qu'il y a à l'extérieur. C'est les petites, c'est des petites lignes qui sont en rapport, qu'on va voir en périphérie, non pas à l'intérieur du thorax. Alors, quelles sont les bases de votre traitement? D'abord, l'objectif, c'est quoi? C'est réduire la mortalité des loups. Ensuite, traiter et diminuer la morbidité. Et enfin, prévenir les rechutes. On avait vu tout à l'heure que généralement, c'est des patients qui rechutaient au moins 2 fois par an et qui revenaient souvent à l'hôpital, et que à chaque rechute, la fonction cardiaque va être encore plus diminuée qu'avant, et donc ce qui va causer l'aggravation et la mort du malade par la suite. Donc, notre intérêt à nous, c'est quoi? C'est prévenir toutes ces rechutes qui vont fatiguer le cœur et qui vont conduire à une mort certaine. Alors, l'insuffisance cardiaque est généralement apparenté à un cheval de trait, hein, qui est fatigué, il n'arrive plus à pousser sa charrette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, au début, on va un petit peu le fouetter, on va essayer de le forcer. Mais on va voir que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, tiens, on va soulager un petit peu le wagon. Lorsque je suis à d'accord, lorsque je suis à la charge, le wagon, et avec ça, le cheval va pouvoir y aller. Ensuite, on se dit, s'il ne peut toujours pas remonter la pente, on se dit, au lieu de la monter en courant, on va essayer de la monter blaql. On va dire au cheval de remonter cette pente lentement, tout doucement, pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il arrive complètement au haut. Ensuite, s'il n'arrive toujours pas à monter, on va s'inquiéter, on va se dire peut-être qu'il est très malade, va falloir le traiter. Et puis, si on n'arrive pas à le traiter, on va s'acheter un tracteur, tout simplement, d'accord, pour un petit peu, c'est ça un petit peu le schéma, le traitement de l'insuffisance cardiaque, on va le voir en détail. Alors d'abord, l'ordre, mais alors, la première arme thérapeutique qu'on a à disposition, c'est ce qu'on appelle les bêta-bloqueurs. Alors, les bêta-bloqueurs, c'est quoi? C'est des médicaments qui vont bloquer la conduction nerveuse au niveau du cœur. Et donc, en bloquant la conduction nerveuse, on va réduire la fréquence cardiaque. Et en réduisant la fréquence cardiaque, qu'est-ce qui va se passer? On va allonger le temps de la diastole. On va donner le temps au cœur de se remplir, de se mieux remplir et de recevoir le plus de sang possible. À la prochaine systole, à la prochaine contraction, il va pouvoir envoyer plus de sang en périphérie. D'accord? Quel est le rôle des bêta-bloqueurs? C'est réduire la vitesse pour que justement notre cheval puisse remonter la pente doucement sans trop se fatiguer. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les vasodilatateurs, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Alors, ces molécules vont faire quoi? Tout simplement, va entraîner une vasodilatation et donc diminuer la post-charge. D'accord? Et donc, on va diminuer un petit peu la post-charge, diminuer un petit peu la pression à la sortie du cœur, et le cœur aura tendance à mieux se vider parce qu'il y a moins de résistance. D'accord? À côté de ça, il y a les diurétiques. Alors, les diurétiques vont améliorer la dyspnée. On va baisser un petit peu la quantité d'eau qui est à l'entrée du cœur droit ou du cœur gauche. Donc, forcément, la pression hydrostatique va baisser et forcément, il y aura moins d'eau qui va sortir des vaisseaux et qui va aller provoquer ces œdèmes-là. Donc, le patient va mieux se sentir. Il va rapidement se sentir soulagé étant donné qu'il va respirer beaucoup mieux et qu'il va petit à petit pouvoir s'allonger et dormir. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Alors, lorsqu'on donne les diurétiques avec NIEC, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va permettre au cœur de mieux se contracter parce qu'il y a
il y a moins la pression d'aval. Et deux, on va permettre au sang de mieux se remplir d'oxygène parce qu'il n'y a plus d'OAP. Donc, le sang va mieux s'oxygéner et donc le sang qui va être expulsé en périphérie sera plus chargé en oxygène et donc les tissus, les différents tissus des organes périphériques vont mieux vivre grâce à ça. Alors, il y a aussi les digitaliques. Les digitaliques, c'est quoi? Ben, les digitaliques, ce sont des substances qui vont permettre au cœur, qui ont la digoxine, qui vont permettre au cœur de mieux se contracter, qui vont augmenter la force musculaire du cœur. Donc, la contraction, le ventricule tana va être soutenu grâce à ces médicaments. Lorsqu'on va utiliser les médicaments, ben, on va essayer de كيفاش يقول لك Récompenser. نعم وشكون اللي تهضر وشكون اللي ديكومبونسيت Récompenser. On essaye de récompenser le cœur. Voilà, exactement. On va essayer de récompenser la monture telle. D'accord, hein? On va lui dire, voilà, on t'aide, de la carotte, et donc il va tendance à mieux travailler. D'accord? Alors, à côté de ces traitements, quand on dit traitement médicamenteux, il y a bien sûr les traitements non médicamenteux, comme la rétention hydrosodée, hein, pour qu'il y ait moins d'œdème, comme l'arrêt de tout ce qui est tout ce qui est toxique pour le cœur, hein, alcool et tabac, et obésité. C'est très important, l'hygiène de vie. Et bien sûr, à réapprendre à marcher, apprendre à faire de l'activité physique. Et voilà. Donc, en conclusion, l'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique qui est très sérieux. Elle va réaliser avant tout un syndrome clinique et paraclinique très complexe. La principale cause interro reste la coronaropathie. Le traitement terreau va faire appel à des classes thérapeutiques différentes, qui m'a les diurétiques, qui m'a les digitaliques, qui m'a les vasodilatateurs ou qui m'a les bêta-bloqueurs. La prévention est la thérapeutique la plus efficace. Et les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque évoluent tous lentement vers le décès, vers l'aggravation, au prix de plusieurs hospitalisations et réhospitalisations. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Finalement, très bien. Des questions? Alors, l'hypertrophie de l'auricule, de l'oreillette chez l'auricule, est-elle une conséquence de l'insuffisance cardiaque? Elle peut être la cause comme elle peut être la conséquence, oui. Effectivement, lorsque, par exemple, la valve auriculo-ventriculaire est complètement sténosée et que pour chasser le sang vers l'oreillette tana, vers le ventricule plutôt, l'oreillette tana a une grosse pression à combattre. Comme c'est un muscle, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se muscler et en se musclant, elle va s'hypertrophier. D'accord? L'hypertrophie des ventricules aussi, ça peut être la cause comme ça peut être la réponse pour les mêmes raisons. Z. C'est bon? Pas de questions? C'est bien que vous ayez tout compris. D'accord. Ben, très bonne soirée, tout le monde. Normalement, on est pas le support aux délégués commun. D'accord? Très bonne soirée, bon courage. Voilà. Ok.